donc avec Mathilde Fèvre et Tatiana Akake, qu'on remercie encore, mais aussi avec tous les soignants au sens large, et puis le tout, bien évidemment, au bénéfice des patients. Slide d'après, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on est, l'Alliance? On est une espèce de, je sais pas, d'objet atypique, qui n'est pas toujours facile à décrire, et on essaye de se présenter dans ces cas-là comme un intégrateur. Ça veut dire qu'on intègre différentes composantes, et ces composantes, elles sont aujourd'hui, on va dire, à 3 niveaux, si on devait les segmenter. On a d'abord des espaces de travail qui sont partagés au sein de 2 sites hospitaliers de la paix. Ici, on est donc au département d'anesthésie et réanimation, et on a à peu près 80 mètres carrés qui permettent d'accueillir des startups, des projets d'innovation, certaines startups qui sont issues de projets du GH, mais pas exclusivement. En revanche, l'idée, c'est vraiment d'être je ne sais pas comment on dit, de permettre à ces jeunes entreprises de prendre leur envol, et quand elles auront suffisamment grandi, de prendre des bureaux un peu plus traditionnels, et elles ne seront pas dans cette logique associative de coworking. On a ouvert récemment, on va dire suite à l'initiative du GH ici, on a été sollicité par l'hôpital Bichat pour les aider à réfléchir sur le GH Nord et sur le rapprochement Bichat-Beaujon, et donc de ce lien avec les startups. Donc on essaye aussi de les aider à créer du lien finalement avec les start-upers, avec les innovateurs, qui sinon restent très cloisonnés, donc dans des mondes parallèles. Et c'est dommage parce que ça marche beaucoup moins bien en termes de développement et d'innovation dans la santé. Deuxième activité, des experts, des entrepreneurs en résidence. C'est-à-dire que l'innovation, ça se fait pas juste, alors je suis désolée de le dire face à vous aujourd'hui, c'est pas juste une question d'idée ou de besoin médical. Il faut derrière mettre toute une machine en place. Une machine en termes de financement, une machine en termes d'exécution. Et c'est ce qu'on essaye de proposer, de partager avec des gens qui ont cette expérience-là et qu'on va faire travailler en fonction des besoins de ces projets d'innovation. Et puis je termine avec évidemment des événements dédiés, et ça va me permettre de reboucler la boucle sur cette logique d'espace de travail, notamment ici. C'est d'avoir des événements qui vont permettre, notamment au travers du Festilab, de collecter des dons. Et ces dons vont permettre de venir abonder les dotations pour soutenir des projets d'innovation du groupe de développement de l'innovation. Je vais essayer d'aller vite parce que sinon je peux rester des heures à vous expliquer ce qu'on fait, et je serais ravie de le faire si vous avez des questions. Mais voilà, pour monter des Everest ensemble, on essaye vraiment d'être, alors c'est un terme de boxeur, on n'est pas très boxeur, mais c'est pas grave, vous comprendrez très bien qu'on est là pour être un sparring partner de l'entrepreneur, donc vraiment pour être un miroir, l'accompagner, le challenger, d'être un operating partner. Là, c'est-à-dire qu'on met les mains dans le cambouis pour l'entreprise et être capable d'accompagner ce projet d'innovation de façon très pratico-pratique. Où est-ce qu'on colle les timbres? Quelles recherches on fait sur Google? Comment on crée la société? Comment on avance? Et puis surtout, ces espaces agiles pour l'entrepreneur au sein des établissements hospitaliers. Et c'est pour nous, à nouveau, un cercle vertueux essentiel pour être capable d'accompagner et de développer l'innovation. On a aussi, en parallèle de ça, cette espèce d'espoir un peu fou que les professionnels de santé auront aussi envie de venir sur certains territoires d'innovation, que ça va renforcer l'attractivité des carrières hospitalières, que ça va venir aussi renforcer le lien au sein des équipes autour de projets d'innovation et de venir comme ça contribuer à une meilleure santé pour tous. Je suis comment, question timing? Ça va. Alors, je vous présente un petit peu rapidement l'équipe. On a des profils extrêmement variés, notamment Pascal Maisonneuve, qui est une ancienne de l'Agence du médicament, qui a travaillé sur des dispositifs médicaux, sur des produits, enfin sur les DMDIV, et puis des médicaments. Emmanuelle Deponge, qui, elle, est PhD en sciences également, qui a aussi été aux côtés du grand capital pour financer le développement des innovations, mais aussi accompagner les belles entreprises et les succès. Et puis, qui a aussi cette vision du transfert de technologie, parce que finalement, le métier, ou en tout cas la création d'entreprise, vient aussi de ce besoin de transférer la technologie. Et donc là-dessus, on a, nous, un lien très proche avec l'Office de transfert de technologie et de propriété intellectuelle industrielle de la PHP, sans lequel, évidemment, on ne peut pas intervenir. Évidemment, Sherzad, avec qui vous avez tous interagi, puisque c'est elle qui est responsable de la communication des événements et qui, par ailleurs, coordonne aussi les espaces chez l'Alliance. Tu peux switcher la slide.
Pardon, ça rame un petit peu et les hamsters au fond de la cave tournent pas assez vite. Alors ça, on va passer. On pourra vous expliquer ce qu'on fait pour tous ceux qui ont des questions très volontiers et quelles sont les thématiques sur lesquelles on intervient. Et peut-être juste un exemple de ce qu'on a pu faire, qui est une société qui vient du Grand Est, qui a été fondée à Loul. Alors à Loul, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Jura. C'est très joli. Ils ont une espèce de daphné qui sont des petites fleurs endémiques qu'on ne trouve que dans la rue des Daphnées à Loul. Et ils ont des traces de diplodocus, qui sont des traces de dinosaures. Donc je vous encourage à aller à Loul. Bref, il y a 150 habitants et un inventeur qui est kinésithérapeute et qui a imaginé une solution de confinement des plaies pour améliorer la cicatrisation des plaies difficiles dans des contextes assez particuliers. Et cette société, une société qu'on accompagne depuis 5 ans, à la fois pour structurer un petit peu l'équipe et puis l'aider à se financer, à se développer, à ouvrir de nouveaux centres d'études cliniques et à pouvoir démontrer, et ce qui a été fait il y a quelques mois maintenant, qu'elle amenait une vraie valeur ajoutée pour les patients. Ça veut dire qu'elle réduit le temps de cicatrisation au moins d'un facteur 2 et qu'elle permet de la greffe de peau sur des patients pour lesquels il n'y avait aujourd'hui aucune solution et une errance thérapeutique de plus de 2 ans. Ça, pour nous, c'est un exemple un peu emblématique de ce qu'on est capable de faire. C'est pas que ça, on travaille aussi avec des institutions, on travaille avec de la santé digitale, avec des outils diagnostiques, bien sûr, des dispositifs médicaux, des médicaments. En fait, on est des spécialistes de la généralité. Donc, ce qu'on sait faire, c'est de l'innovation dans la santé. On essaye de se poser les bonnes questions. Et puis après, on trouve, ou en tout cas, on essaye de trouver toujours les bonnes ressources pour venir développer les projets d'innovation. J'arrive bientôt à la fin. Toujours les petits hamsters, je suis désolée. Juste pour, bon, ça, évidemment, on fait bien les choses, sinon on ne serait pas là, on peut switcher la slide. Voilà, quelques photos assez jolies et évidemment, tous ceux qui le souhaitent peuvent passer. Alors, la période actuelle n'est pas forcément propice au rassemblement, mais néanmoins, lorsque les conditions sanitaires le permettront, n'hésitez pas à passer nous voir. Donc, on est au DAR, au 3e étage, au bâtiment ailleurs. On est toujours ravis de rencontrer des gens et de pouvoir discuter. Voilà quelques sociétés qu'on a pu accompagner. Certaines qui sont basées à Paris, d'autres pas du tout. Certaines qui sont des spin-offs de la PHP, d'autres pas du tout. C'est quelque chose de très large et d'ouvert. L'idée étant de créer et de développer cette communauté d'innovateurs au sein de l'écosystème hospitalier. On va peut-être terminer avec le Festilab, qui est l'événement qui nous permet de collecter les fonds, les dons plutôt pour on va dire, développer ce concept du challenge innovation et pouvoir accompagner les projets qui sont importants pour nous à plusieurs titres. D'abord pour les patients, et puis on aura un exemple du projet de Cécile juste après, mais aussi de créer en fait des étincelles d'innovation au sein de tous les services, ce qui nous semble très important pour accompagner et développer ce principe. Et en fait, je terminerai là-dessus. L'innovation, c'est pas uniquement, je sais pas, un nouveau médicament ou un nouveau dispositif. C'est aussi dans la façon de faire et dans la façon de se on va dire de faire face à des difficultés qu'on peut rencontrer d'un point de vue organisationnel ou professionnel. Et donc voilà, c'est pour nous un message qu'on aime bien porter et développer. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais pouvoir passer la parole à Tatiana. Alors oui, quand même un dernier mot pour vous dire que accessoirement le Festilab, on s'appuie sur des mécènes qui nous accompagnent et qui soutiennent ce genre d'initiative et qui, soit en mécénat de compétences, soit en dotation, sont capables de nous accompagner et de faire en sorte que on puisse être un maillon de la chaîne et pour améliorer la santé de demain. Cette fois-ci, je crois que j'ai vraiment terminé, Tatiana. Je remets mon masque et je te laisse la scène. Merci Julie. Pour commencer, je dirais un grand merci à l'Alliance pour cette initiative qu'elle porte depuis très longtemps et qui nous permet de valoriser les activités de recherche et d'innovation, principalement d'innovation au sein de notre GHU. Ma présentation, je vous préviens à l'avance, sera la plus aride parce que l'idée, c'est de rappeler un tout petit peu ce qu'est l'innovation, comment elle se définit, les critères et ses conditions. Alors, donc, là, la commande était d'introduire un peu la notion d'innovation. On a une définition qui est établie par l'OCDE et qui
définit l'innovation comme l'introduction d'une nouveauté pour remplacer un élément daté dans un domaine quelconque. Dans le domaine de la santé, on va pouvoir identifier des innovations de produits. Ça va être un bien ou un service. Pour les biens, nous avons évidemment les dispositifs médicaux. On a également de l'innovation de procédés. Ce serait la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Et on a l'innovation d'organisation, c'est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques. On va penser par exemple à l'éducation thérapeutique telle qu'elle est mise en œuvre au sein des services médicaux des hôpitaux. À partir du moment où nous savons ce qu'est une innovation, l'objectif maintenant est de pouvoir la mettre en œuvre au sein de notre organisation hospitalière. Slide suivante, s'il te plaît. Pour être identifié comme innovation, nous avons des critères bien spécifiques qui sont réglementaires et juridiques qui permettent de l'identifier. Le principal critère sera le critère de la nouveauté. Il ne faut pas qu'une innovation ait jamais été divulguée au public. L'idée derrière ce critère, le critère principal, est de se dire qu'à partir du moment où vous avez un bien, un procédé, une organisation qui est considérée comme innovante, vous êtes le premier à la dévoiler au public. Elle n'a jamais été dévoilée avant. Le deuxième critère est un peu plus compliqué, mais quand on les prend tous ensemble, on comprend un peu l'idée derrière, c'est l'application industrielle, c'est-à-dire que l'innovation doit être reproductible par tout type d'industrie. Avec ce critère, on évite de considérer comme un procédé ou un bien innovant quelque chose qui a été découvert par hasard, qui n'est pas issu d'un travail qui pourrait être reproduit par ailleurs par d'autres personnes qui auraient la procédure, la méthode pour le faire. Le dernier point est l'activité inventive. Une innovation n'est pas une évidence technique pour l'homme du métier. Donc ce n'est pas quelque chose qui relève de l'évidence. On est vraiment sur une réflexion qui a permis d'aboutir à cette innovation. Ces trois critères sont cumulatifs et sont nécessaires pour qu'on identifie l'innovation. Donc la nouveauté, vous êtes le premier à avoir identifié cette innovation. L'application industrielle, cette innovation peut être reproduite de manière infinie, avec les bons outils, avec la bonne méthode, et elle est issue d'une activité inventive, donc un travail de réflexion qui a été mené au sein d'un service, au sein d'un laboratoire. À partir du moment où nous avons ces trois critères identifiés, il est assez facile de se rendre compte que nous avons l'avantage dans nos hôpitaux de bénéficier d'un terrain fertile qui nous permet d'innover. On a des thématiques qui ont été identifiées comme porteuses, particulièrement soutenues dans les politiques publiques. On a le soin et le diagnostic, toutes les nouveautés, inventions qu'on va avoir dans le domaine de la génétique, la biologie, les nanotechnologies, la vaccination, nouvelle génération. On pense notamment à l'ARN messager, qui est une innovation dans le domaine du soin. Nous avons également les nouvelles technologies et le numérique qui se sont invités à l'hôpital et qui nous permettent d'innover à nouveau, les nouveaux dispositifs médicaux, l'impression 3D par exemple, ou encore les éléments qu'on a pu développer pour la prise en charge des patients et qui sont liés à l'e-santé. Donc les objets de santé connectés, la télémédecine, la télésurveillance, toute l'utilisation du numérique pour accompagner et prendre en charge le patient. On a une dernière thématique qui est aussi intéressante à développer, c'est l'innovation liée à l'organisation et aux procédés. Ce sont toutes les nouvelles modalités de prise en charge. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'éducation thérapeutique, c'est les parcours de soins coordonnés. On a également le parcours patient tel qu'il peut être établi. À partir du moment où, au sein d'un service, vous travaillez sur une nouvelle organisation de prise en charge du patient, de circulation de ce patient, nous sommes dans l'organisationnel et dans une innovation organisationnelle. À partir du moment où nous savons que nous avons au sein des hôpitaux ces thématiques-là qui nous permettent d'innover, il est intéressant de voir quel va être le pendant de l'innovation. Comment est-ce qu'il sera possible de pouvoir la valoriser par la suite. Et c'est là où ça devient aride. Je vais vous parler de la propriété intellectuelle. À partir du moment où vous avez innové au sein de votre service, vous avez identifié, comme Cécile vous le présentera tout à l'heure, un nouvel outil, une nouvelle organisation qui est intéressante et qui surtout vient changer la donne dans la prise en charge du patient. Il est nécessaire pour que cette innovation puisse être valorisée, diffusée, qu'elle soit protégée. Et c'est là où la réglementation, le droit va intervenir. C'est ce qu'on appelle le droit de la propriété intellectuelle. Dans la propriété intellectuelle, vous avez la propriété industrielle. Ça va comprendre toute la réglementation relative aux brevets
Et on associe à cette propriété industrielle la propriété littéraire et artistique. La propriété littéraire et artistique, vous avez notamment le droit d'auteur. C'est une combinaison de ces deux types de propriétés qui vont permettre d'avoir une protection. Donc, la propriété industrielle va assurer la protection et permettre la valorisation des innovations grâce à un processus de dépôt. C'est-à-dire qu'au sein du service, vous avez identifié, je vais rester sur un nouvel outil qui est innovant, qui est issu de votre activité, de votre réflexion, donc d'une activité inventive, qui a la possibilité d'être réplicable de manière industrielle. Là, vous remplissez les critères. L'objectif maintenant sera de protéger le travail auquel vous avez abouti. Ça va être par un processus de dépôt. On va notamment penser prioritairement au brevet. Donc, votre nouvel outil, vous allez vous lancer dans un process pour le déclarer aux organismes publics adéquats afin que vous soyez identifié comme innovateur, propriétaire et donc en droit, le seul à avoir le droit de valoriser l'innovation que vous avez identifiée. Le principe de la propriété intellectuelle va être la récompense de cette activité inventive, de ce travail qui a été réalisé, en permettant aux innovateurs de bénéficier d'une sorte de monopole qui a une durée déterminée. Et au cours de cette durée, vous avez la possibilité de pousser votre innovation, que ce soit par la commercialisation, par la cession du brevet que vous avez obtenu, toutes les méthodes qui sont offertes par le droit vous permettant de pouvoir valoriser. Donc valoriser, ça va être de diffuser, de pouvoir étendre, disséminer ce que vous avez identifié, ce que vous avez inventé. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de l'innovation, on est dans le cadre d'un processus. Ça commence par l'identification d'une problématique, souvent au lit du patient, un unmet need. L'objectif sera de passer à une question, à une formalisation d'une hypothèse de recherche, c'est-à-dire qu'il va falloir décrire un peu la méthode que vous allez utiliser pour aboutir à une réponse. Dans le cadre de la recherche, on parle souvent des protocoles. Dans le cadre de l'innovation, étant donné qu'il faut que cette innovation puisse faire l'objet puisse être répliquée industriellement, il faut quand même retracer toutes les étapes nécessaires par lesquelles vous êtes passé pour arriver à une solution. Vous identifiez une solution. Lorsque nous sommes sur un outil, ça va être la troisième étape, l'étape de prototypage, où vous allez formaliser cette innovation, la réaliser, la rendre concrète. Et à partir, entre le moment où vous avez fait votre prototype et la valorisation, c'est là où intervient la réglementation qui vous permet de protéger votre innovation, la pérenniser, l'industrialiser et donc la valoriser, l'étendre, la diffuser le plus largement possible, la disséminer pour qu'elle puisse bénéficier à d'autres. Voilà un peu les quelques éléments sur lesquels je voulais insister pour rappeler le concept d'innovation. Maintenant, on va avoir la possibilité et la chance d'entendre des innovateurs qui ont réussi et qui sont allés jusqu'au bout de leur projet. La première présentation sera celle du professeur Moser, qui est présent dans la salle, à qui je laisse la parole. Bien, merci Tatiana. Merci à Julie et Shahrzad pour l'organisation de cette journée et à l'assistance publique pour le soutien qu'elle apporte. Alors, il me semble que la caméra est là, donc je vais regarder par là. Enfin, bonjour aux personnes dans la salle. Donc maintenant, on commence à être un peu habitué aux choses hybrides. Et donc, c'est avec grand plaisir que je participe à cette session. Donc, pour ma part, je suis chirurgien urologue à la Pitié. J'ai une activité dans le domaine de l'innovation liée à mon histoire. J'ai cofondé 2 sociétés et je suis directeur de l'enseignement du DU de génie biologique médical, sur lequel je reviendrai peut-être à la fin de cette présentation. Et je suis ici au titre de directeur scientifique de l'IUS, qui est l'Institut universitaire d'ingénierie en santé, qui est un institut financé par le plan d'investissement d'avenir, le 4e aujourd'hui, qui a pour but de rapprocher les sciences de l'ingénieur de la médecine. Donc c'est un institut qui bénéficie d'un financement auquel participe d'ailleurs non seulement l'université, majoritairement, même très majoritairement, mais aussi, comme vous allez le voir, l'assistance publique. Et ça a un budget à peu près d'1 million d'euros par an.
Donc, que fait cet institut? Je vais vous décrire brièvement les différents appels à projets et son action structurante, mais aussi je vais détailler quelques-uns des projets pour qu'éventuellement vous puissiez vous projeter. Donc, l'Institut universitaire a une très forte connotation scientifique dans les domaines d'excellence de Sorbonne Université, qui sont bien sûr la santé, mais aussi les sciences de l'ingénieur au sens large. Et quand on est souvent sur les campus hospitaliers, on ne se rend pas compte des ressources scientifiques disponibles au sein de l'université dans le domaine des sciences. Il y a une très grande école de mathématiques à Sorbonne Université, mais il y a aussi de très grands laboratoires de recherche d'envergure mondiale, en particulier dans les domaines de la robotique et de l'analyse des données. Donc aujourd'hui, Sorbonne Université a structuré des instituts transversaux. Celui que je vous présente, c'est donc l'Institut universitaire d'ingénierie en santé, mais qui interagit beaucoup avec SKY, qui est l'institut dédié à l'intelligence artificielle. Il y a d'autres instituts, tels que celui de l'Institut des sciences et du calcul, où là, c'est beaucoup plus mathématique et qui est un peu plus loin de nous. Et donc, que propose l'IUS? L'IUS, propose à la fois des contrats postdoctoraux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les postdocs, c'est des gens qui ont terminé une petite thèse de sciences, le plus souvent, et à l'issue de cette thèse de sciences, ils passent sur des contrats qui sont des contrats à durée déterminée pour amener un projet dans sa faisabilité à pouvoir le plus souvent être utilisé. C'est-à-dire qu'en général, ça quitte un peu le banc de test, ça quitte la publication pour aller dans quelque chose de plus réaliste. Il y a ensuite l'appel à projet ingénierie pour la santé, qu'on appelle EASY, qu'on a donc construit l'année dernière, c'est sa deuxième année, cette année, avec l'aide de Mathilde Lefebvre, qui est un cofinancement entre l'AP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, et l'IUS dans le cadre de projets que je vais un peu vous détailler. Enfin, il y a une troisième chose qui sont les postes d'accueil APHP IUS. Peut-être connaissez-vous, alors c'est dédié essentiellement aux médecins, des postes d'accueil. Ça permet à des médecins de se libérer de leur activité clinique pendant 1 an, renouvelable une fois 1 an, de façon à se dédier, à être complètement orienté sur un projet de recherche. C'est typiquement de la recherche translationnelle qui permet donc d'amener à l'hôpital, pour faire le plus souvent une première étude chez l'homme, des choses issues de laboratoires de recherche. Et puis enfin, il y a un appel à projet dit de contrats doctoraux. Ce sont ce qu'on connaît dans les laboratoires, les thésards, et ça, ce sont des contrats doctoraux fléchés dans la thématique de l'ingénierie en santé. Donc, en ce qui concerne donc le projet à proprement parler EASY, donc qui est cofinancé par l'Assistance publique et Sorbonne Université. Alors, c'est un projet, un appel à projet assez innovant, puisqu'on va faire confiance à 2 personnes, un médecin senior et un scientifique senior. Ils vont se rencontrer, ils ont des idées, mais comment faire le premier pas? Et le premier pas, ça consiste en général à faire une analyse de la littérature, à situer à peu près la nature de la problématique et initier l'activité de recherche. Et le plus souvent, c'est quelque chose qui peut être fait en co-encadrant des étudiants en master. Et donc, ces deux seniors, le médecin et le scientifique, décident de travailler sur un projet. Et ce projet passe à travers, bien sûr, une analyse par un jury. Et à l'issue de ce jury, on labellise le projet. Et ce projet va permettre de financer 2 étudiants en master. Un, donc, dans le cadre d'un master de sciences et qui va être quelqu'un qui a une formation 100% scientifique. Et la seconde personne, qui va être un médecin, le plus souvent un interne, va donc poser une année de disponibilité et pendant 1 an va se consacrer à 100% sur ce projet. Donc voilà comment fonctionne cet appel à projet. L'année dernière, on a financé 4 projets. Cette année, on va en financer 5 et on a beaucoup d'ambition pour ensuite pouvoir en financer de plus nombreux. Donc pour vous donner à peu près une idée, je parle peut-être trop, non? Non. Pour vous donner une idée de la nature des projets financés, vous avez par exemple MicroAmp. Eh ben, MicroAmp, c'est né d'un besoin clinique qui était que quand on veut faire de la fécondation in vitro, on s'aperçoit que quand on prend les gamètes et qu'on les met dans un milieu, enfin qu'on les met sur une paillasse, tout simplement, eh ben, c'est plus dans un milieu à 37 degrés, c'est plus dans un milieu qui a le bon degré d'hydratation, et je passe sur de nombreux détails.
Et donc, l'objectif de MicroAmp, c'est d'être capable de développer des méthodes robotiques pour manipuler ces gamètes dans un milieu contrôlé. Donc, ça nécessite d'être capable de manipuler à l'échelle presque, enfin un peu plus que cellulaire du moins, différentes choses. Et pour ça, on fait appel à des nouveaux robots qui sont, eux, en développement dans des laboratoires de recherche, mais où c'était une vision scientifique de dire à l'échelle du millimètre, on va être capable d'utiliser un robot, mais ils n'avaient pas vraiment d'utilité. Ça a rencontré un besoin clinique qui est celui de la procréation médicale assistée. Et donc, l'US, à travers cet appel à projet EASY, soutient ce projet MicroAmp. Un deuxième, par exemple, c'est SpinalMD. SpinalMD, c'est porté donc par le service d'orthopédie de l'hôpital Trousseau et le laboratoire d'informatique donc de Paris 6, qui est, comme vous savez, UPMC, comme vous savez, Sorbonne Université. Enfin, les noms ont changé récemment. Et donc là, la problématique clinique, c'est que l'orthopédiste en charge de l'opération des scolioses s'est aperçu que, malheureusement, si pour les enfants qui étaient extrêmement scoliotiques, si on les opérait pour remettre la colonne toute droite, et ben potentiellement en post-opératoire, il y avait des risques neurologiques très significatifs de perte de mouvement des nerfs inférieurs et des troubles vésico-sphinctériens. Donc l'objectif de ce projet, c'est de développer une méthode d'analyse des signaux électromyographiques en péropératoire pour que quand on redresse la colonne, on puisse savoir si ça va avoir un impact ou pas en post-opératoire. Donc là, c'est la réunion de médecins qui ont une vraie problématique clinique dans le cadre des pathologies infantiles, avec des gens spécialisés dans le traitement du signal. Et il faut développer des capteurs qui, à terme, pourront être utilisés au bloc opératoire. Troisième projet, par exemple, c'est celui de la musique et de la reconnexion cérébrale après AVC. On se demande, la problématique clinique, c'est les médecins ont vu que certains patients s'amélioraient de façon notable lorsqu'ils avaient fait un accident vasculaire cérébral en écoutant de la musique, mais ça reste très empirique. Donc l'objectif, là, c'est de développer des méthodes, alors je vais passer sur les détails, mais de randomisation de morceaux de musique dans le cadre de cohortes de patients qui ont présenté des AVC, de leur faire des IRM fonctionnels et de façon à voir si certains types de musique activent certains réseaux neuronaux pour améliorer leur déficit post-AVC. Enfin, le dernier projet, je vous prie de m'excuser, il y a juste le nom de la personne. C'est un projet de Jérôme Suzzik. Alors, à chaque fois, j'ai peur de me tromper sur son nom, mais c'est celui-ci. Et il développe, lui, ce qu'on appelle des câbles avec un habillage à mémoire de forme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit câble métallique, mais quand on fait passer un courant dedans, ça a une propriété d'allonger ou de raccourcir ce câble. Et donc, ça permet de commander des systèmes de cathéters que l'on place à l'intérieur du corps. Et typiquement, aujourd'hui, il y a une problématique qui est de robotiser l'ensemble des accès endovasculaires ou tout ce qui est endoscope, qui aujourd'hui est simplement robotisé avec des câbles, avec des actionnaires reliés au bout de ces câbles. Et quand on veut faire de la robotique, on fait des gros systèmes, du coup, à l'extérieur du patient. Et l'objectif, là, c'est de déporter les actionnaires à l'intérieur des instruments qui sont dans le corps, de façon à faire des dispositifs très légers, portables et relativement précis. Et donc ça, c'est un projet qui est en cours avec le service d'hépatogastro-entérologie de Saint-Antoine. Donc vous voyez, à travers l'illustration de ces 4 projets, là je vous présente les projets qui ont été retenus, mais il y a eu d'autres projets, et donc si vous avez des idées de projets, surtout, n'hésitez pas à candidater à cet appel à projet, qui va être diffusé là, dans les jours qui viennent pour le prochain, ce qui seront retenus. Alors la suite. Alors les contrats, les postes d'accueil à PHP, là c'est spécifiquement pour les médecins. La même chose, il y a toujours un jury. Ce jury se réunit et il y a un deuxième filtre qui est fait lors de la réunion de ces appels à projets. Et ça permet donc de libérer un médecin pendant 1 an, renouvelable une fois 1 an. Suivante. Ah oui, alors pardon, je vais peut-être détailler les projets qui ont été retenus, si tu peux passer à la précédente, s'il te plaît. Donc, typiquement, ce qui a été retenu comme projet, eh ben, il y a à la Pitié un grand service spécialisé dans
le sommeil, et ils ont une cohorte de patients incroyables qui ont ce qu'on appelle des rêves éveillés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, alors que le patient est en train de rêver, on peut interagir avec lui. Et on peut lui demander de donner un codage en ouvrant et en fermant les yeux sur un nombre de fois en fonction de est-ce que son rêve est sympa ou est-ce que c'est un cauchemar. Donc, pour faire simple, il cligne 3 fois des yeux si c'est un cauchemar et 5 fois si c'est bien. Et donc, du coup, on est capable de classer les rêves des patients parce que c'est une population vraiment très spécifique. Il y a très peu de patients ont ces capacités d'avoir ces rêves éveillés. Et donc, du coup, ça permet de voir est-ce que, en recueillant ça avec des EEG, est-ce qu'on est capable de voir s'il y a certaines régions du cerveau qui sont dédiées à des rêves sympas et d'autres à des cauchemars. Donc, ça fait avancer la science, mais il y a une grande part de développement d'outils numériques et de capteurs pour être capable d'arriver à ceci. Et enfin, le projet, vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de développement dans le domaine de l'analyse des données en grande quantité, tout particulièrement ce qu'on appelle l'analyse du SNDS, qui est le grand système de santé qui réunit l'ensemble des prescriptions qui a été donné à un patient. Et là, c'est une étude d'approche méthodologique pour évaluer en post-marché la sécurité des dispositifs médicaux implantables. Voilà, alors maintenant juste pour terminer sur les contrats postdoctoraux, là c'est des projets qui sont quand même un peu plus avancés. Donc on a le projet Chronos qui est soutenu de longue date par les US, qui lui est un projet de design, alors excusez pour l'anglicisme, mais qui donc consiste à développer un dispositif ambulatoire d'évaluation du vieillissement musculaire. L'objectif c'est en regardant le pli de la peau et du muscle, d'utiliser différents capteurs d'impédance métrie, de vibration, divers et variés, pour être capable de dire ah bah ok, en fonction de l'activité du patient, il a un déficit musculaire on peut avoir beaucoup plus de renseignements que le simple poids du patient et qui permet de savoir si on peut accélérer la rééducation ou quelle va être la durée éventuelle de la rééducation nécessaire par exemple au patient pour qu'il reprenne sa marche. Un autre projet. Alors, ce projet Chronos, c'est l'UTC, parce que peut-être savez-vous que l'Alliance Sorbonne Université au sens large comprend l'UTC, qui est l'Université technologique de Compiègne, et puis l'hôpital Charles-de-Foucault. On a un autre projet qui est, lui, au stade de postdoc, entre le service de pneumologie de la Pitié et l'ISIR. L'ISIR, c'est l'Institut des systèmes intelligents et de robotique qui est situé sur le campus de Jussieu. Et c'est le développement d'un nouveau dispositif qui permet vraiment de connaître quelle est la distribution de l'air dans les poumons, pour faire simple, pour voir aussi comment faire une réadaptation pulmonaire. Enfin, on a aussi le projet d'un dispositif micro-ondes miniaturisé pour le diagnostic des lésions athéromateuses carotidiennes. Là, on connaît tous les échographies, les échodoppler. Là, c'est développer un capteur à très forte résolution spatiale et temporelle qui permettrait d'estimer s'il y a des décollements de plaques ou pas, qui est quelque chose d'important dans le cadre de l'indication quand on doit avoir une endartérectomie carotidienne. Voilà, j'espère ne pas être trop long et vous avoir convaincu que les projets soutenus par Sorbonne Université, accompagné de l'assistance publique dans le domaine de l'ingénierie de la science de la santé est très large. Ça s'appuie sur l'excellence scientifique et clinique au sein de l'hôpital et de l'université. Et puis surtout, comme vous avez eu au début, parfois l'innovation, ça paraît comme étant très compliqué. Le plus compliqué, c'est forcément de faire le premier pas. Et donc, je vous ai dit que j'étais directeur du diplôme universitaire de génie biologique et médical, qui historiquement a été fondé il y a 30 ans par quelqu'un qui s'appelle Alain Césaire. Ce DU s'organise sur un an, sur trois fois une semaine, ou un peu moins, c'est en général du mercredi au vendredi. Et au cours de ce DU, vous apprenez à qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle, comment participer à la contractualisation éventuellement de projets, que ce soit de partenariat ou de collaboration,
quelle est la différence entre les deux. Comme ça, vous pourrez discuter avec Tatiana sans aucun problème. Ensuite, vous apprendrez aussi quelle est la nécessité des études précliniques qui sont souvent indispensables quand on veut développer un projet dans l'innovation. Ensuite, vous apprendrez les différents soutiens en France qu'on peut avoir de multiples instances, que ce soit le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé ou la BPI. Et puis, vous apprendrez le cycle du dispositif au sens large, comme du médicament, avec la nécessité de faire des surveillances post-marché, comment accéder au remboursement, enfin, toutes ces choses-là. Ça vous donnera pas, bien sûr, la possibilité d'être un expert dans chacune de ces thématiques, c'est impossible, mais ça permet au moins de comprendre que le monde est vaste et ça vous permet d'interagir après avec les bonnes personnes, y compris donc que ce soit dans le domaine technique ou dans le domaine de gestion de projet. Voilà, merci encore à l'Alliance, à Julie et à Sherazade pour l'organisation de cette journée. Je n'ai pas avoir clair, mais n'hésitez pas à me poser les questions. C'est après. Bon, eh ben, je vais être obligé de rester alors. D'accord. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Julie, merci Sherazade. Donc moi là, je viens vous présenter mon petit parcours avec le Challenge Innovation 2 et notamment le projet Pikidou. Ah, ça passe. Ça rame un peu. Alors, ce projet, il est issu d'un processus de réflexion qui date un petit peu parce que ça a commencé il y a une vingtaine d'années par des formations sur la douleur, sur des questionnements sur la prise en charge de la douleur, sur un parcours de kiné avec la transversalité de ce métier et donc des rencontres de plusieurs services, dans plusieurs services avec des professionnels divers et variés, ce qui permettait donc une vue globale des pratiques et l'envie de travailler les uns avec les autres. C'est aussi un parcours professionnel qui a fait que je me suis beaucoup impliquée dans la prise en charge de la douleur et surtout grâce à de belles rencontres professionnelles et personnelles. Voilà, on peut passer sur la diapo suivante. Donc, toutes ces formations m'ont fait comprendre un certain nombre de choses et notamment la nécessité par toutes ces recherches scientifiques, la nécessité de vraiment prendre en charge la douleur et l'anxiété de l'enfant puisque les deux sont liés. Puisque l'enfant n'a pas la possibilité de le mettre à distance, n'a pas la possibilité de relativiser, pas la notion de temps. Mais ça, voilà, c'est le but de cette présentation, c'est pas de refaire un topo sur l'importance de la distraction ni de la prise en charge de la douleur. C'est simplement de faire comprendre le cheminement qui a amené à la participation au challenge. Voilà, tu peux passer. Donc voilà, une petite dédicace à Bénédicte Lombard qui m'a beaucoup aidée sur ma prise de conscience sur l'importance de la distraction dans les soins, qui pour moi était devenu quelque chose d'indispensable. Il était plus concevable après toutes ces formations de faire un soin sans distraction. Donc voilà, ça devenait voilà, quelque chose qui devait faire partir du soin. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la spirale vertueuse. Donc, les formations entraînent les connaissances, la prise de conscience et la prise de conscience, des changements. Mais ces changements, des fois, ils ne sont pas faciles à mettre en place et on a affaire à… C'est là où on identifie les problématiques et c'est la prise de conscience et l'envie de changement qui soulèvent les problématiques. En tout cas, pour mon aventure. Donc, j'ai fait l'état des lieux
Et je me suis aperçue que pour utiliser la distraction dans les services, on avait plein de choses. On avait des téléphones portables, on avait les bulles de savon, on avait voilà, tous les petits objets comme des moulins à vent. Mais non, tous ces objets, ils sont très soignants dépendants. En fait, si on n'est pas sensibilisé à la distraction, les soignants, ils ne l'ont pas forcément dans les poches. Et quand ils veulent les avoir, on se retrouve un petit peu, alors c'est un petit peu la photo là qu'on voit, on se retrouve un petit peu transformé en sapin de Noël, c'est-à-dire qu'on en a tellement dans les poches que ça rentre plus. Je me suis même, voilà, en faisant l'état des lieux, je me suis même aperçue qu'il y avait des organisateurs de poches. Donc ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est qu'on en a tellement que il faut organiser les poches. Et c'est pas toujours simple, c'est pas pratique, c'est pas hygiénique. Donc l'accessibilité était pour moi une vraie problématique. Et ouais, tu peux passer. Ouais. Donc, en plus de l'accessibilité, quand on est transversaux comme nous, les kinés, il nous arrive d'aller dans des services qu'on ne connaît pas bien. Donc, même si il y a des outils de distraction que les soignants utilisent, savent où ils sont rangés, et sont à leur disposition quand on n'est pas du service et que c'est pas devant les yeux, c'est pas toujours simple de trouver les valises parce qu'elles sont dans les placards, elles sont rangées, elles sont donc on n'a pas toujours quelqu'un à qui demander quand on arrive pour faire un soin. On a l'impression de déranger. Les tablettes vidéo dans les services, c'est pas toujours simple, donc ça nécessite quelqu'un pour la tenir quand on veut faire le soin. Il manque des pieds pour tenir ces tablettes. Donc voilà, ça paraissait bête, mais c'était une problématique soulevée. Donc l'objectif du Pikidou, et j'en arrive à l'essentiel du sujet et au challenge, c'était de répondre à cette problématique en créant un outil qui devait être à la fois un objet de discussion et une interface entre l'enfant et le soignant, de penser la prise en charge et le soin à travers l'utilisation de la distraction, d'améliorer la visibilité des outils de distraction pour les soignants et pour les patients, parce que quand l'outil de distraction il est dans les valises, c'est le soignant qui choisit, c'est pas le patient. Donc je trouvais important que ce soit le patient qui choisisse son outil de distraction et pas l'inverse. D'aider les soignants à être plus à l'aise avec la distraction. Et surtout d'avoir un côté très pratico-pratique en réunissant en un seul objet ou un seul meuble, comme on veut, à la fois les outils de distraction et l'utilisation du méopa, puisque le méopa est très utilisé en pédiatrie pour son effet anxiolytique. Donc Pikidou est né d'un dessin. Il devait avoir la forme d'un cactus, il devait être roulant. Il y avait un certain nombre un petit cahier des charges qui nous paraissait indispensable. Il devait contenir un vidéoprojecteur et surtout avoir une tablette qui était à hauteur des yeux quand l'enfant était en soins et devant pouvoir contenir le méopa. Donc, un vrai intérêt, un vrai intérêt pour le patient. On va commencer par le patient. C'était l'amélioration du soin. Il était visible, donc investi par le patient, qui appréhendait moins son soin, donc un soin qui se passe mieux. Pour le soignant, il était visible. Pikidou est visible, donc on suppose plus utilisé. Ce qui fait un soin qui se passe mieux, donc une satisfaction des professionnels. Pour l'équipe, on espère que ça va harmoniser les pratiques sur l'utilisation de la distraction et fédérer les équipes.
Le public concerné, c'est tous les patients pédiatriques de 0 à l'adolescence nécessitant de la distraction dans les soins. Donc, c'est un large public. Et le coût, on a voulu que cet objet soit le plus pratique et le moins coûteux possible pour qu'il soit le plus largement diffusé. C'était un petit peu lors de la première présentation, l'idée d'industrialisation et de développement du produit. Le but, c'est vraiment d'en mettre un maximum dans un maximum de services. Donc, à partir de là, donc il y avait la problématique, il y avait l'idée et l'opportunité, ça a été le challenge innovation qui a été proposé par la PHP et l'Alliance. C'est une fabuleuse opportunité et qui a débouché sur une très très belle aventure. Donc, le projet Pikidou a été déposé en décembre 2020. C'est un dossier à remplir qui n'est pas un dossier très compliqué quand on est convaincu que ça peut fonctionner. Je pense que voilà, un petit peu de travail, un peu de persévérance et un peu de chance peut-être. Il a été lauréat du challenge, donc il y a eu remise des prix en février 2021 et il a obtenu une récompense totale de 23 500 €. Donc, c'est à la fois une somme donnée par la PHP et par les dons qui sont récoltés au moment du Festilab et grâce à l'Alliance. Donc après, une fois que ce projet Pikidou a obtenu le prix, c'est là que les démarches ont commencé. Donc, il y a eu en effet la déclaration à l'OTTPI. Ça a été fait le 3 mars 2021. Puis, la démarche de dépôt de brevet. Donc, ça, c'est le département recherche et innovation de la PHP qui m'a aidé pour ça, parce que évidemment, je n'y connaissais absolument rien. Et ensuite, le prototypage. Donc, j'ai été mise en relation grâce à l'Alliance avec un prototypeur et merci Romain. Et donc, Pikidou a été livré le 6 décembre. Alors, on avait le choix au moment du prototypage entre 3 versions. Donc, on a choisi la version du milieu, la petite version 2. Alors là, c'est la mise en situation avec la tablette devant une table d'examen. Et donc, la version réelle, donc là, on ne voit pas, mais derrière, il y a la bouteille de Méopa qui peut être insérée. Et on a voulu que chaque outil de distraction soit les outils du service. En fait, le service pourra mettre sur son Pikidou les outils qu'il utilise le plus fréquemment et ainsi que, voilà, que chaque service puisse personnaliser comme il leur semble leur Pikidou et puisse se l'approprier, même voilà, ils peuvent changer le nom s'ils veulent, il n'y a pas de… comme ils veulent. Le tout, c'est qu'il soit utilisé. Donc, les futures étapes, parce que cette aventure, voilà, elle a commencé l'année dernière. Je ne sais pas jusqu'où elle va me mener. J'espère le plus loin possible. En tout cas, moi, j'ai envie de le faire vivre, j'ai envie de le faire évoluer. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire un carnet de voyage pour Pikidou, de le faire voyager de service en service, de recueillir un petit peu les avis des uns et des autres pour pouvoir l'améliorer. Et puis, éventuellement, passer par les phases de certification, de production, éventuellement faire un PHRIP pour voir ce qu'il apporte dans les services et puis quel est l'impact d'un tel objet sur l'harmonisation des pratiques. Est-ce qu'il permet d'utiliser plus… Est-ce qu'il apporte un plus
Voilà, et puis éventuellement rencontrer des industriels et puis le commercialiser, pourquoi pas. Voilà, tous les rêves sont permis maintenant. Donc voilà, je vous remercie, je remercie la PHP de m'avoir permis de réaliser cette idée folle, l'Alliance, et puis tous les gens que j'ai rencontrés. Alors, si certains d'entre vous qui êtes à distance souhaitez faire une pause, vous êtes les bienvenus. On ne pourra pas le voir ni rien vérifier. Pour rester dans le calendrier un petit peu serré, on propose de passer présenter les grandes lignes du design thinking avant qu'on puisse lancer le challenge innovation, avec une innovation aussi cette année sur ce projet-là qui va être un vrai process pour pouvoir candidater, pour pouvoir accompagner ceux d'entre vous qui souhaiteront faire partie de l'aventure. Aude. Merci beaucoup, Julie. Merci pour ces interventions très intéressantes. Je vais essayer d'être à la hauteur des attentes et qui ont pu être créées par les autres intervenants. Donc, je m'appelle Aude Niadanu. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle L'Hôpital, qui est une petite entreprise qui s'intéresse en particulier à l'innovation dans les domaines de la santé et spécifiquement tout ce qui va des soignants, donc toutes les innovations qui ont beaucoup d'impact sur le quotidien des personnes en fait. Et je suis super heureuse de pouvoir participer au challenge de l'innovation. J'ai participé à ma manière puisque j'ai pu chanter au Festilab, mais là de pouvoir accompagner les projets avec la méthode dans laquelle je crois, qui est donc le design thinking. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est généralement, je vais présenter le design thinking comme il pourrait être utilisé si on veut démarrer un projet. Donc, j'ai bien conscience qu'une grande partie des participants ont déjà une idée, ont déjà un début de projet, je ne sais pas à quel niveau d'avancement, mais en fait, c'est quand même très intéressant d'avoir cette démarche-là complète en tête pour éventuellement pouvoir en tirer certaines parties et utiliser certaines des méthodes pour préciser son projet ou pour le compléter avec un peu plus d'informations. Alors, avant de rentrer dans la théorie, vous allez voir que je mets pas mal d'exemples pour illustrer le propos. Donc, avant d'entrer dans la théorie, je voulais vous donner un exemple hyper concret, une petite histoire que j'aime bien partager en introduction. Donc, je vous présente Doug. Doug est un ingénieur qui travaille toujours, j'imagine, chez General Electric. Donc, qui est une entreprise qui développe du matériel médical. Et donc, notamment, il a travaillé pendant longtemps sur un scanner qui devait donc avoir des super performances. Et il a travaillé beaucoup sur le côté extrêmement technique et médical de cet outil. Et puis, donc, un jour, donc, son équipe a abouti et il est enfin installé dans un service. Et il va assister en fait à l'examen du premier patient. Donc Doug est extrêmement content, c'est l'aboutissement de son travail et le premier patient arrive et il s'agit d'un enfant de 7 ans qui pleure et qui est mort de peur à l'idée d'aller dans une machine dans laquelle il ne pourra pas bouger, qui va faire beaucoup de bruit et donc on est obligé de sédater l'enfant pour qu'on puisse faire l'examen. Et donc là, Doug est extrêmement déçu. Finalement, il se dit, mince, mon but n'était pas de créer une machine de torture. Et donc, il va s'inscrire à la D-School de Stanford. Et c'est là qu'on rentre dans la démarche design thinking. Donc, la D-School, c'est pour design. Et donc, il explique au professeur qu'il a ce problème et qu'il veut réfléchir un peu sur l'expérience vécue par les enfants en particulier. Et donc là, il suit vraiment les différentes étapes. Donc tout d'abord, il va à la rencontre de différents acteurs qui travaillent avec les enfants. Donc il va interroger des professeurs d'école, des pédiatres, des artistes, marionnettistes, enfin tout plein d'acteurs pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, on va dire la distraction des enfants. Ça va faire un peu écho au Pikidou. Et donc, il réfléchit là-dessus, il fait toute la démarche donc, de recherche, de compréhension un peu du besoin et de l'environnement, d'idéation avec tous ces acteurs-là, et il en arrive à la solution que Sherazade va vous montrer dans quelques instants. Voilà, il en fait ça. Et il transforme son scanner en bateau pirate. Et derrière, il y a toute une expérience où, en fait, quand l'enfant arrive, on lui explique qu'il va devoir se cacher dans la cale du bateau parce qu'il y a un pirate qui fait sa ronde, mais que dès que le pirate ira faire la sieste, il pourra s'enfuir avec le trésor. Et donc, à la fin de l'examen, on lui remet un petit sachet de pièces en chocolat.
Et donc là, le premier enfant qui arrive et qui fait l'examen dans ces conditions-là, une fois que c'est terminé, il demande à sa maman, « Maman, quand est-ce qu'on pourra revenir ?» Et donc Doug a gagné son pari et il a réussi à transformer l'expérience vécue par les enfants. Et si on y réfléchit, avec finalement, on va dire juste un très très gros autocollant et un scénario. Donc moi, je trouve que c'est un exemple très parlant de ce qu'on peut faire avec le design thinking. Alors, ça ne se résume pas que à des autocollants et des scénarios, mais en tout cas, la démarche qui est derrière, le fait d'avoir été vraiment à la rencontre des utilisateurs et d'avoir réfléchi en termes d'expérience, c'est ça qui a permis finalement d'avoir un résultat de ce type-là. Et donc, c'est vraiment la démarche design thinking. Donc justement, qu'est-ce que c'est que le design thinking? Je vous ai un peu raconté l'aventure de Doug et il a justement suivi ces grandes phases. Alors, on décrit souvent le design thinking avec un double diamant, donc c'est les deux losanges que vous voyez sur la gauche. Le premier diamant correspond aux besoins et le deuxième à la solution. Donc déjà, on part du postulat que la moitié du travail, c'est d'étudier le besoin. Donc c'est un peu ça le cœur de cette théorie, c'est de se dire, avant de se lancer dans la création d'un projet, dans vraiment la réalisation d'une idée, il faut s'assurer qu'on a compris en détail et de manière vraiment exhaustive le besoin des utilisateurs à qui on veut s'adresser, et puis même aussi leur environnement, leurs contraintes et les autres aussi, les personnes qui vont être impactées par le projet. Quels sont également leurs besoins, leurs contraintes, leurs envies. Donc on fait une étude très poussée en fait du besoin avant de rentrer dans la phase d'idéation et de conception d'une solution qui est le deuxième diamant. Donc évidemment les étapes elles peuvent un peu, on peut repartir sur l'étude de besoin même si on a déjà une idée, on peut préciser son idée, donc c'est pour ça que je me permets quand même d'aller dans le détail de ça. Et puis, une fois qu'on a trouvé l'idée et qu'on l'a un peu détaillée, évidemment, on ne va pas tout de suite tout mettre en œuvre et mettre toutes ces ressources sur la première idée. On va la prototyper, donc ça fait aussi écho à une intervention tout à l'heure. On va d'abord la prototyper, donc avec un coût limité, essayer de faire un brouillon finalement du projet et aller très vite le tester, aller le proposer aux utilisateurs pour savoir si ça leur convient et le cas échéant, prendre leur retour pour pouvoir améliorer le prototype. On va faire ça plusieurs fois, c'est pour ça qu'on a cette flèche-là qui représente une itération, jusqu'à ce que les utilisateurs nous disent « Ok, c'est exactement de ça dont j'avais besoin, c'est parfait ». Et là, on va du coup investir vraiment l'énergie et l'argent nécessaires pour que le projet se concrétise et qu'on ait quelque chose de plus définitif sur lequel on aura plus de difficultés finalement à revenir en arrière. Juste une précision sur ce double diamant, pourquoi ça se représente comme ça? Pourquoi un diamant? C'est parce qu'on a une alternance de phases divergentes et de phases convergentes. C'est dur de faire des schémas avec les mains tout en ayant un micro. Et donc, les phases divergentes où le losange s'ouvre, ce sont des phases où on va être très, très ouvert, on va aller chercher. Normalement, au début, on va vraiment toutes les parties prenantes. Donc, si je fais un projet pour les patients, évidemment, je vais aller parler avec des patients de différents âges, de différentes régions, enfin, selon le but de mon projet, essayer d'avoir une vision un peu exhaustive, mais aussi éventuellement à leurs proches, ils vont être impactés, à différents soignants qui vont travailler avec les patients. Enfin, je vais essayer d'avoir une vision très, très large, et puis même aussi regarder ce qui existe, faire un peu de la bibliographie, vraiment aller le plus largement possible sur l'environnement de mon idée. Et quand je vais refermer le diamant, là, c'est pour se dire, je vais choisir une problématique bien précise avec une cible précise qui a un besoin précis à un moment de son parcours. Et plus j'aurai bien identifié ma problématique et plus ce sera une solution qui a beaucoup de valeur, qui est claire et qui a un objectif clair. Et donc ensuite, avec la problématique, la phase d'idéation qui s'ouvre à nouveau, c'est chercher un maximum d'idées et vraiment s'ouvrir à 360 sur tout ce qui est possible et ensuite refaire le tri pour arriver à sa solution. Donc même si on a déjà un début d'idée, ça peut être intéressant de refaire ces phases-là de manière un peu plus restreinte pour pouvoir voir s'il y a des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent se greffer, qui auraient un intérêt, ou détecter très tôt des freins qui pourraient être identifiés pour pouvoir un petit peu compléter et ajuster sa solution. On peut passer à la slide d'après. Merci beaucoup. En fait, j'ai déjà expliqué vachement en détail ce que c'était. Non, attends, laisse. On va rester sur cette phase d'empathie. Pas de souci pour les slides. Donc là, cette phase d'empathie, généralement, on l'a fait de manière assez simple avec de l'entretien qualitatif. Donc, c'est-à-dire pour étudier le besoin, typiquement, je veux étudier le besoin des patients. Je vais prendre des moments, par exemple 45 minutes, 1 heure,
pour me mener un entretien que j'aurais préparé à l'avance, pour vraiment l'interroger sur son besoin. Parce que évidemment, je sais que je m'adresse à des professionnels de santé, vous êtes au contact tous les jours avec les patients et éventuellement avec leur famille, mais le moment de l'entretien, finalement, c'est un moment qu'on a préparé un peu différemment, où on va avoir préparé ces questions pour essayer d'être le plus neutre possible, d'être le plus objectif possible dans les retours qu'on va recueillir. Et ça va nous permettre de vraiment avoir un maximum d'informations sur le ressenti, le vécu de la personne, qu'est-ce qu'elle attend, et d'avoir cette vision globale avec différents acteurs. Et donc de fermer cette problématique en essayant de bien viser une cible qui a un problème à un moment de son parcours qu'on aura retracé grâce aux entretiens. C'est bon. Et donc, je voulais illustrer évidemment ces explications un peu théoriques avec des exemples. Et donc, je vais vous parler un petit peu d'un projet dont j'ai beaucoup entendu parler, puisqu'il concerne notamment ma maman qui est infirmière, à la Fondation Opal, dans le Nord, donc à Berck-sur-Mer, dans un service qui est, tu peux passer, un service de pédiatrie. Où on accueille beaucoup de patients qui ont des soucis, des handicaps légers ou plus ou moins lourds. En tout cas, voilà, c'est un service d'orthopédie où les patients restent hospitalisés assez longtemps et ont voilà, comme ils ont des problèmes assez lourds, ils vont être alités pendant une période assez longue, éventuellement en fauteuil, etc. Et donc, tu peux passer dans ce service. Ils sont pas mal équipés justement pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent quand même se déplacer. Et donc, typiquement, ils ont ces gouttières, donc, qui sont un peu à cheval entre un fauteuil roulant et un lit, qui sont pas vraiment des brancards, mais qui s'en rapprochent un peu. En tout cas, voilà, ça s'appelle la gouttière. Et c'est beaucoup utilisé là-bas pour pouvoir emmener les enfants voir la mer, puisqu'ils sont juste en bord de mer. Et donc, on peut les installer dans ces gouttières et puis faire une balade. Et puis, en fait, finalement, ils restent quand même assez souvent dans les gouttières, même dans le service. Ils passent beaucoup de temps sur ces gouttières. Et il y avait un sujet qui est que finalement, ces gouttières, comme vous voyez sur la photo, elles étaient déjà assez vieillissantes. Et puis, elles n'étaient pas très adaptées au fait aux usages. Parce que typiquement, quand on va sur la plage, les roues ne sont pas adaptées pour rouler dans le sable. Et puis, les enfants sont parfois dans les gouttières quand ils vont en classe, puisqu'il y a une institutrice qui vient dans le service pour faire la classe. Et ben, en fait, ils ne peuvent pas vraiment s'installer correctement pour écrire. Donc, ils sont couchés sur le côté pour écrire. Enfin, il y avait un certain nombre de trucs qui étaient assez désagréables. Et en fait, ils ont travaillé avec des étudiants designers qui sont venus passer du temps pour observer les usages, pour discuter avec les enfants et avec tous les professionnels qui travaillaient avec eux au moment où ils sont dans la gouttière, pour voir tous les moments où finalement, c'était pas très pratique. Et ne rien oublier, et aussi avoir non seulement le côté pratique, mais le côté confort et savoir comment ils se sentent sur cette gouttière et à quel moment est-ce que ça pose un problème. Donc là, c'est toute la phase vraiment de recherche de la problématique qui consiste à là, passer beaucoup de temps à observer pour voir les moments où c'est pas pratique et à interroger. Donc derrière, il y a cette phase plus de création de la solution où on va faire donc une grande partie idéation. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qui se fait de manière collective. Donc là, en fait, l'équipe s'était rassemblée et avait passé un moment à faire ce qu'on appelle des brainstorming, pardon pour l'anglicisme. Les Québécois aiment appeler ça le remue-méninge. Voilà, en tout cas, de se mettre tous ensemble et de réfléchir à toutes les idées possibles pour résoudre le problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait faire complètement autre chose? Ou la gouttière, on pourrait rajouter ceci, cela, on pourrait changer telle ou telle partie, refaire des autres roulettes, etc., etc. Et puis ensuite, choisir parmi toutes ces idées lesquelles paraissent les plus intéressantes et comment on peut les combiner ensemble pour arriver sur la fin de ce diamant où on a quelque chose de plus précis avec une idée assez claire de ce qu'on veut. Et derrière, ils ont pu travailler vraiment sur un modèle. Donc là, c'était au départ juste du dessin voilà à quoi ça devrait ressembler, les différentes parties qui devraient être agencées ensemble. Il faudrait ajouter un bras qui permet d'articuler telle partie, pouvoir mettre un rebord avec un rabat pour mettre son cahier. Donc là, c'est plus, on va dire, un schéma avec une liste de fonctionnalités et un petit cahier des charges finalement qui avait été imaginé. Donc là, on arrive à la fin du double diamant et donc il y a un besoin de faire un prototype, de le tester parce que peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait les roues conçues comme ça, ça marche toujours pas dans le sable, il faudrait les faire plus grosses ou qu'on va se dire finalement c'est bien pour le sable, mais en fait sur le goudron ça marche plus très bien, donc il faudrait peut-être rechanger un peu les roues. Tout ça, tant qu'on l'a pas testé, on n'en est pas sûr, donc c'est important de faire un prototype. Alors, je voulais vous parler de cet exemple-là parce que je le trouve très parlant. Malheureusement, il s'est arrêté ici puisque derrière, on n'a pas réussi
à convaincre un industriel d'aller jusqu'au prototypage et au test, mais ça donne déjà un peu une visibilité sur comment est-ce qu'on peut suivre ces différentes étapes. Tu peux y aller. Mais du coup, je vais vous donner d'autres exemples sur la partie prototypage parce qu'elle est vraiment hyper importante et elle peut faire un peu peur. On peut avoir l'impression que c'est compliqué. Alors évidemment, si on veut prototyper un objet, bon, il faut quand même des compétences spécifiques ou une personne qui peut nous aider à le faire. Mais il y a aussi d'autres types de prototypes, par exemple des prototypes numériques qui peuvent être assez faciles à démarrer pour pouvoir commencer assez vite à tester son idée. Ah oui, je voulais vous donner encore un exemple aussi. Donc, ça va rejoindre cette idée du prototypage et aussi le prototypage, finalement, c'est déjà une première version de la solution qui n'est pas forcément juste un brouillon, qui peut être aussi la version 0 de la solution qui va s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir jusqu'à arriver à quelque chose de vraiment complet et idéal. Mais déjà, le prototype peut déjà être une solution. Souvent, on parle de produits, en anglais, c'est le MVP, le Minimum Viable Product. En tout cas, le plus petit produit qu'on peut faire qui est déjà utile et viable. Et donc, j'aime bien cet exemple aussi de Nolwenn Ferve. Je ne sais pas si vous connaissez Les Petits Doudous, qui est une association qu'elle a créée. Et en fait, elle s'est basée sur ses observations, sur le fait qu'il y avait beaucoup d'enfants en pédiatrie qui pleuraient, non seulement parce qu'ils étaient inquiets, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas leur doudou. Et qui étaient un peu révoltés de se dire, c'est dommage quand même qu'un enfant qui arrive en catastrophe aux urgences et qui n'a pas son doudou soit encore plus angoissé cette problématique-là. Et donc, pour vous expliquer un peu les différentes étapes de la manière dont elle a imaginé ce projet, bah, le plus simple, si on se dit il faudrait leur donner des doudous, c'est d'aller contacter une entreprise, de demander s'ils peuvent faire un don et puis d'avoir les doudous qui arrivent et qu'on distribue. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose de viable à très long terme. On ne peut pas avoir un flux infini de doudous avec une entreprise qui veut en donner gratuitement éternellement. Et donc, la première version, on va dire, de son service, de ce qu'elle avait imaginé, ça a été de trouver une autre source de financement. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire recycler une partie du matériel qui est utilisé en bloc opératoire pour finalement trouver un financement et acheter ses doudous. Et donc, au départ, la première chose qu'elle a faite, ça a été de bidouiller, de récupérer des choses, de regarder ce qui était recyclable et d'aller discuter avec un ferrailleur pour savoir si c'était possible et puis d'acheter elle-même les doudous. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu un vrai protocole de recyclage avec des financements bien identifiés. Et aujourd'hui, l'association Les Petits Doudous, il y a, je ne sais plus, 150 antennes, il me semble, en France, quelque chose de vraiment très établi. Mais elle n'a pas attendu de se demander comment je vais m'y prendre pour faire 150 antennes et faire de la paperasse pour créer une asso. Elle a d'abord commencé à petite échelle pour voir est-ce que je peux en obtenir, quel impact ça a sur les enfants, quel impact ça a sur mes collègues, etc. Et donc, comme ça, étape par étape, arriver jusqu'à finalement quelque chose qui peut faire peur quand on se dit si moi je vais me lancer là-dedans, ça m'a l'air énorme, alors qu'on peut vraiment faire les choses étape par étape. Je voulais vous montrer un exemple de prototypage plutôt numérique. Et donc, j'ai mis une image de virus pour qu'on parle de virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, je vois un... Ça, c'est pas un virus. Je suis pas médecin, donc peut-être que j'ai fait une erreur. Mais donc, pour vous raconter un peu un exemple aussi de prototypage numérique, pendant la première vague Covid, moi, j'ai aussi travaillé à la PHP, je travaillais dans les bureaux au siège et j'ai beaucoup travaillé sur la gestion de crise. Je ne travaille plus à la PHP aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un exemple un peu de prototype qui a pu évoluer avec différentes phases qui avaient toujours quand même déjà l'impact souhaité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde sait, hein, vous savez même mieux que moi, que pendant la crise, il manquait énormément de personnel. Et donc, il y a eu tout un appel pour faire appel à des renforts soignants. Mais au siège aussi, on avait besoin de renforts. Il manquait également des renforts administratifs, puisque ne serait-ce que pour recruter les renforts soignants, il fallait plus de monde pour pouvoir gérer tout le côté logistique et organisationnel des recrutements. Et donc, moi, la première chose que j'ai faite, tout bêtement, ça a été de mettre un petit message sur Facebook parmi les anciens de mon école. J'ai fait l'école polytechnique, hein, on a un groupe Facebook, et puis j'avais dit, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient donner un coup de main parce qu'on a besoin de renfort, et puis là, c'est un peu urgent. Et donc, au tout début, on peut dire que le tout premier prototype de ma plateforme de recrutement de volontaires, c'était un message sur un réseau social. Et puis, des mails, en laissant mon mail, en disant, si vous êtes volontaire pour nous aider, envoyez-moi un mail. Et puis derrière, moi, je prenais les mails et puis je les mettais dans un tableau Excel. Ça, c'est la toute première version. Si je vous dis demain,
on veut créer une plateforme de recrutement, ben, on n'est pas obligé d'aller appeler un développeur pour qu'il code un truc, on peut juste faire ça. Ça, c'est la toute première version et ça fonctionne. Bon, il se trouve que en une nuit, j'avais reçu 400 messages et du coup, c'était un peu compliqué à gérer après à la main, copier-coller dans un tableau Excel. Et donc, la deuxième version, finalement, ça a été de dire, je vais faire un formulaire en ligne. Comme ça, les gens, ils vont remplir directement le formulaire. Le tableau Excel, il va se remplir tout seul et donc, ça sera un peu plus facile. Et donc, c'est déjà un peu une amélioration. Et à nouveau, ça suffit pour se dire, j'ai un listing, je peux leur téléphoner, leur demander s'ils peuvent venir en renfort, etc. Donc, c'est déjà aussi une solution qui peut être viable, mais qui finalement était toujours pas optimale parce qu'en l'utilisant et en prenant les retours, je me suis rendu compte que le listing Excel avec tous les noms, c'était pas très pratique puisque derrière, c'était au personnel de l'AP qui avait besoin d'aide de chercher dans la liste, de les appeler, peut-être que la personne était déjà occupée, donc toujours pas la version idéale. Donc là, on s'est dit, en fait, il faudrait inverser, plutôt que ce soit à nous de les contacter, il faudrait que ce soit les gens de la paix qui mettent un message pour faire une espèce d'offre et puis que les autres postulent, on irait plus vite. Et donc finalement, entre deux, il y a eu aussi un formulaire plus cadré, plus officiel sur le site de la paix. Mais surtout, ce qu'on a fait, ça a été de créer un Slack. Et donc, on a encore une fois détourné un outil existant. On n'a toujours pas créé d'outil, mais on a utilisé un outil qui s'appelle Slack. Donc, c'est tout simplement un espace de discussion en ligne. Si je résume, c'est un peu comme un WhatsApp amélioré où j'aurais plusieurs discussions en parallèle. Et ces discussions, elles sont organisées. Là, on les avait organisées par type de compétences. Mais on peut créer des Slack avec des canaux de tout n'importe quoi. C'est beaucoup utilisé dans les startups comme outil de discussion dans l'équipe avec un canal pour parler de la communication, un canal pour l'équipe qui s'occupe du développement produit. Là, on l'a détourné. On s'est dit, en fait, il faudrait qu'on puisse juste mettre un message pour dire de quoi on a besoin et que les gens y répondent pour dire s'ils sont disponibles. Donc, on a fait des canaux par type de compétences et puis derrière, les gens ils pouvaient nous appeler, nous dire, voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur ça. Nous, on mettait un message et derrière, les personnes qui étaient volontaires pouvaient répondre. Et donc, on voit sur le côté un exemple de réponse de plusieurs personnes qui disaient, moi, je suis disponible, je peux vous aider là-dessus, etc. Et donc, en fait, ça nous a permis de faire du recrutement de volontaires de manière hyper efficace parce que c'était des messages instantanés, que comme, en fait, en un mois, on s'est retrouvé avec 20 000 personnes sur cette plateforme, en fait, dès qu'il y avait un besoin, en un clin d'œil, on avait une réponse. Et donc, je partage beaucoup cet exemple-là. Alors, à l'époque, je ne l'ai pas fait pour expliquer ce que c'était qu'un prototype, mais ça donne un bon exemple, finalement, de si demain, je me dis, oh là là, il faudrait qu'on recrute des gens, donc il faudrait une plateforme de recrutement, on pourrait avoir le réflexe d'aller chercher un développeur et lui demander de créer un logiciel. En fait, c'est pas la peine. Il y a plein de manières de tester très vite son idée. Là, ça coûtait vraiment rien en termes d'outils, c'est des outils gratuits en ligne. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour prototyper même des solutions numériques sans avoir besoin d'avoir des connaissances hyper poussées en informatique. Et donc, vous avez vu un peu les exemples d'itération pour arriver sur une solution plus efficace. Et puis, finalement, ça aurait pu rester un prototype. On pourrait se dire, il y aura encore une étape suivante. Mais comme c'est suffisant, ça c'est resté comme ça pendant toute la première vague. Et donc, des fois, même ce qu'on pensait être un prototype finit par devenir la solution parce que ça suffit, et ça sert à rien d'essayer d'aller plus loin ou d'engager plus de frais. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Bon, là, c'est juste, on peut passer, mais juste comme je vous disais, il y avait 20 000 personnes qui ont participé sur ce Slack et ça a permis de faire 1300 missions. Donc, si je résume, il y a 3 grandes étapes dans le design thinking. Donc, la recherche du problème avec une grande phase d'empathie, et j'insiste beaucoup sur cette phase-là parce que c'est finalement celle que généralement on fait le moins bien ou de manière non exhaustive, parce qu'on a souvent l'impression qu'on connaît déjà bien les besoins des gens. Parce que soit parce qu'on est concerné soi-même, soit parce qu'on les voit beaucoup et on se dit, si, je sais à peu près, oui, moi, mes patients, je pense, je vois bien qu'ils ont besoin de ceci ou cela. Et généralement, la réponse, quand on va poser la question, elle va venir compléter ce qu'on a déjà, nous, identifié. Et parfois, il y a des petits détails qui vont vraiment faire la différence. Et donc, si on s'est dit, par exemple, moi, je ferais bien un questionnaire parce que ça m'aiderait beaucoup que les patients ils remplissent le questionnaire en consultation, on gagnerait du temps, la réponse serait plus fiable. Et donc, ce serait bien qu'on leur fasse faire ça. Si on n'a pas demandé d'abord aux patients et qu'on ne s'est pas assuré qu'en fait, si on n'a pas pensé à tout, on s'est dit, oui, ce serait pratique. Sauf qu'en fait, mes patients, c'est que des patients âgés qui ne savent pas trop utiliser un téléphone. Donc finalement, si je fais un truc en ligne, ça ne marchera pas. Peut-être que je vais aller vachement loin dans le développement avant de me rendre compte. Alors que si j'ai vraiment posé toutes les questions dès le début et que j'ai vraiment identifié que donc, les patients qui ont un aidant familial, ça marche, mais du coup, il vaut mieux que je leur demande à eux de remplir à leur place. Et puis d'ailleurs, est-ce que je peux pas faire une version papier aussi pour ceux qui n'arrivent pas à avoir accès à Internet? Si tout ça, on nous l'a dit en avance, parce qu'en entretien, on nous a dit, non, moi, j'ai besoin de ci, moi, j'ai besoin de ça, on gagne un temps fou. Et le projet final, il est mieux adapté, donc il est
plus facilement adopté par les utilisateurs, donc c'est vraiment important. Et sur la phase d'idéation, moi j'insiste aussi beaucoup sur le côté collectif. Je pense que c'est extrêmement efficace de travailler en groupe avec des profils très différents qui réfléchissent ensemble sur la solution. Et j'ai pu le voir en travaillant avec, parce que du coup on travaille que quasiment avec des équipes médicales, ou parfois avec des équipes industrielles, mais sur des sujets de santé, de mettre autour de la table différents métiers, de rajouter 1 ou 2 patients et d'avoir un groupe comme ça très hétérogène. Généralement, ça permet d'avoir des idées très variées, très riches. Et parfois, ça va donner aussi les petits détails qui vont faire la différence, qui vont faire que notre solution, elle sort vraiment du lot par rapport à ce qui avait été fait avant et que voilà, on apporte un maximum de valeur aux personnes qu'on a envie d'aider avec notre innovation. Et puis les prototypages, j'ai déjà insisté, mais je réinsiste, c'est indispensable de prototyper et de tester et de corriger. Et en fait, toute cette démarche-là, qui s'appelle pompeusement le design thinking, en fait, je pense que c'est tout simplement une démarche d'humilité où du début à la fin, on se dit, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas la seule personne, je suis pas mieux placée pour savoir de quoi les gens ont besoin ou qu'est-ce qui est la meilleure solution. Les personnes les mieux placées, c'est ceux qui vont s'en servir. Et donc, je vais tout le temps aller les voir, les inclure, leur demander et prendre leur retour en compte pour que je puisse vraiment leur rendre service avec mon innovation. Et il n'y a plus de slides. Et donc, derrière, c'est comme je disais tout à l'heure, je l'ai expliqué dans l'ordre comme si on démarrait un projet. Quand on a un projet qui est déjà démarré, on peut quand même retourner un peu sur le terrain, faire des entretiens avec toutes les techniques qui permettent d'avoir l'information objective. Et ça peut venir compléter, rajouter des petites fonctionnalités, corriger certaines petites choses qu'on n'avait pas vues, qu'on va voir en entretien, et faire toutes ces phases ou les faire en partie pour venir compléter un projet, c'est effectivement intéressant et utile. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Et c'est ce que je vais pouvoir vous proposer aussi un peu dans les ateliers. Mais du coup, je ne sais pas comment vous avez prévu qui présente quoi à ce moment-là, Julie et Shahrzad. Bon, mais du coup, c'est Julie qui va vous expliquer. En tout cas, tu ne sais pas non plus. On va innover aussi sur la façon qu'on a de présenter. Peut-être là, ce qu'on voulait faire, c'était lancer le challenge innovation et puis après, on vous explique un petit peu ce qu'il y a. Est-ce que je peux vous laisser la parole? Alors, pardon d'avoir spoilé. Pas de problème, je pense que c'était indiqué qu'on le lançait, le challenge. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Patrick Delamarre, je suis coordonnateur général des soins du groupe hospitalier adjoint avec Pascal Lemasson qui s'excuse de n'avoir pu être présente aujourd'hui pour des raisons d'urgence et de réunion avec le siège de la PHP pour ne rien trahir comme secret. Alors, tout d'abord, je voulais remercier les porteurs des présentations qui viennent de se dérouler parce que on voit que là, le champ de l'innovation, il est infini et de la créativité. Sachez que la direction des soins soutient 100% effectivement cette démarche et notamment cette troisième itération du challenge innovation. Il faut que les équipes paramédicales soient effectivement, et elles l'ont déjà démontré sur les itérations précédentes et notamment l'année passée. Et je regarde Cécile par rapport à sa présentation Pikidou. Donc on a un champ qui est immense. Il faut que cette troisième itération soit encore un succès massif et plus important que le précédent. Pour ne rien vous cacher, il faut que vous sachiez aussi que la direction des soins soutient en lien avec la direction de la recherche et de l'innovation du groupe à fond cette démarche et on souhaite bien évidemment la promouvoir, lui donner encore plus de sens parce que, voilà, et faire des liens. On a vu dans les présentations qui ont été celles qui ont été réalisées tout à l'heure que on a un champ effectivement important. On l'a vu effectivement dans l'innovation diagnostique et thérapeutique, dans l'innovation immédiatement opérationnelle auprès des enfants. On l'a vu aussi dans la présence et la vôtre, madame, sur voilà comment faire, comment mener un projet, etc. Donc on sait qu'on a des soutiens et aussi merci aux équipes de l'Alliance qui est notre partenaire et qui nous aide, je dirais depuis pas mal de temps maintenant sur ce groupe
hospitalier et à la PHP. Donc, l'innovation est effectivement donc sujet extrêmement important pour nous, hein, personnel paramédicaux. Je rappelle que je suis issu de la filière infirmière aussi. Je suis un soignant à la base, même si aujourd'hui je suis directeur, enfin, je fais partie d'une équipe de direction. Le projet de soins du groupe hospitalier donc fait une part importante hein, à l'innovation, à la innovation. Aujourd'hui, on parle plus d'innovation, mais aussi on ne peut pas parler d'innovation sans aborder le sujet de la recherche. Donc voilà, c'est quelque chose de très important sur ce projet de soins 2021-2025. Je rappelle que c'est une composante du projet d'établissement, voilà, qu'il nous faut accompagner et qu'il nous faut faire vivre. Donc je tiens beaucoup à dire aussi que la recherche et l'innovation, donc c'est effectivement, je dirais, dans le sens de l'amélioration de la prise en soin des malades, bien évidemment, et ça c'est fondamental. Mais c'est aussi sur les organisations qui accompagnent ces prises en soin de malades. Et puis c'est sur le management. Il y a aussi, je pense, beaucoup à faire sur l'innovation en matière de management hospitalier. Et donc là aussi, on a des champs ouverts potentiels qui peuvent effectivement, en tout cas, faire émerger un esprit créatif, des esprits créatifs collectifs sur ces sujets-là également. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je sais qu'il va y avoir des questions qui vont arriver. Je pense que vous êtes tous et toutes en train de les préparer. Donc, je déclare officiellement le lancement de la 3e itération des rencontres de l'innovation et de la recherche paramédicale. Alors, paramédicale, médicale, hein, parce qu'il y a aussi quand même aussi un temps important de partage avec les équipes médicales. On l'a vu tout à l'heure avec le professeur Moser. Il y a effectivement des choses qui se font aussi de manière très concrète dans les services et pour lesquelles, en tout cas, les paramédicaux sont contributeurs et participants actifs. Voilà, je vous remercie et donc je lance officiellement cette 3e itération pour en souhaitant qu'elle soit les plus productives possibles, créatives et qu'elle donne envie à beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup. Je vais peut-être détailler avant de passer aux questions le processus. Donc notre innovation à nous, n'est-ce pas Tatiana? Pour pouvoir candidater au Challenge Innovation, il vous faudra passer par une phase d'accompagnement qui sera réalisée par Aude et ses équipes, c'est-à-dire de participer à 3 ateliers de préparation qui vont permettre d'abord de nourrir vos projets, de les présenter et d'anticiper la suite avec des dates qui sont prédéfinies et établies évidemment avec la direction de la recherche et de l'innovation. L'objectif étant de vous inscrire dans cette méthodologie de design thinking et de pouvoir accompagner la formalisation finalement de vos réflexions et de vos idées. Donc attention, pour pouvoir soumettre un projet et peut-être être l'un des lauréats de ces 3 prix, hein, puisqu'on a 2 dotations jusqu'à 5 000 € et une jusqu'à 8 000 pour on l'a appelé Grand Prix. On sera peut-être plus créatif en termes de terminologie après. Évidemment de l'accompagnement qui ira avec. Il faut absolument participer à ces 3 ateliers et déposer un dossier avant le 15 avril. On a fait un calendrier un peu serré, c'est vrai, mais il faut aussi saisir les momentum et le timing, et c'est important de vous inscrire aussi dans un calendrier un petit peu défini. Donc voilà, et évidemment, les slides, vous pouvez les lire, vous n'avez pas besoin de nous, mais aujourd'hui, on lance ce Challenge Innovation numéro 3 avec la rencontre de l'innovation aujourd'hui. Le premier atelier de préparation aura lieu dans à peu près un mois, le 16 février, le suivant, le 16 mars, le dernier le 30 mars, avant de pouvoir déposer les dossiers le 15 avril, et une remise des prix à l'été 2022 après le jury qui pourra délibérer courant mai. Donc voilà, on vous donne comme ça ce calendrier on va dire assez clair sur les phases de préparation, et en termes évidemment de finalisation, on ajustera encore un petit peu la date. Est-ce que tu peux juste passer à la slide d'après, Sherzad? Ça fait des... Voilà, magnifique. Alors, modalité importante, c'est ouvert évidemment à tout type de projet d'innovation. On n'est pas sectaire. Ça peut concerner des produits, des services, des innovations organisationnelles, des innovations techniques, des innovations diagnostiques. Soyez créatifs. Évidemment, il n'est ouvert
co-personnels paramédicaux et techniques du GH. Une lettre d'intention. Alors, on vous demande un exercice d'écriture. Évidemment, on pourra, en tout cas, les équipes de l'hôpital pourront donner un petit coup de main le cas échéant, mais il va falloir présenter de façon synthétique votre projet. 5 pages maximum. Alors, on a mis police 10 minimum. C'est-à-dire que si vous écrivez 5 pages en police 2, on ne pourra pas le lire. Voilà, c'est juste histoire de garder un petit peu de marge d'analyse du côté du jury. Et puis voilà, avec un cahier des charges assez simple pour vous faire un peu réfléchir et vous challenger finalement sur le projet lui-même afin d'arriver à un projet qui soit, enfin en tout cas dans les contours, puisse être analysé de façon un petit peu qualitative et quantitative par un jury. Alors, à titre d'information, le jury est composé de 3 institutions. On a évidemment l'OGH, l'université, et puis l'Alliance qui essaye d'accompagner la réflexion et de trouver. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. J'ai envie de dire à vos projets, à vos idées, et puis on sera évidemment à votre disposition pour répondre aux questions le cas échéant. Donc là, la foule en délire nous pose plein de questions. C'est ça. Qui se jette à l'eau? Alors, comme l'a dit Charzad dans le chat, vous pouvez cliquer sur lever la main en haut à droite, activer votre micro et votre caméra. Et alors, évidemment, si vous n'avez pas de questions, c'est possible aussi, c'est pas grave. On vous en voudra pas. L'objectif quand même étant que leur maximum d'entre vous puissent participer. N'hésitez pas, même à ceux qui n'ont pas pu être là. Je crois qu'on a enregistré. Oui, on a enregistré. Donc, vous pourrez regarder et revenir. On a une question dans la salle? Alors, à la question que vous n'avez peut-être pas entendue pour nos participants en ligne, est-il possible de cumuler un financement booster innovation de l'APHP avec le financement du challenge? Je vais poser la question à Tatiana. Car moi, je vais dire oui, mais c'est peut-être pas le cas. Alors, merci pour cette question. Alors, l'idée, c'est d'avoir, d'une part, ce challenge innovation qui permet d'aboutir à un projet qui sera finalisé et qui comprend quand même un process peut-être un peu différent. D'ailleurs, je tenais à remercier Aude pour la présentation qu'elle a faite, parce que je crois que par rapport à la présentation de Cécile, on a pu avoir des mots, des concepts qui ont été posés derrière le process d'innovation. Et c'est là où ce challenge va être différent des autres et éventuellement de ce qui est fait dans le cadre du booster innovation. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement pour la finalisation du projet. Et de ce fait, on est sur des schémas un peu différents où là, l'objectif, c'est d'avoir à terme des projets qui sont plus maturés, qui sont mieux travaillés, qui vont être accompagnés pour obtenir un prix. Donc là, ces deux concepts sont assez différents et là, on est vraiment sur une démarche d'accompagnement complète qui est différente. C'est complémentaire en fait. C'est peut-être pas pour, il n'y a pas on va dire d'interdiction, mais c'est pas du tout les mêmes principes de financement. Exactement, c'est pas les mêmes principes, c'est pas le même process. Donc là, pour ce challenge-là, on se dit que c'est différent. Mais à terme, peut-être que on va arriver à quelque chose qui sera collectif et faisons mieux l'année prochaine. Au contraire, alors aussi en termes d'innovation et d'idéation, toute suggestion est la bienvenue pour le challenge d'innovation numéro 4, évidemment. Je crois qu'on a une question. Comment bénéficier de cet accompagnement et à qui s'adresser? Peut-être que dans la présentation, j'ai oublié un élément important, c'est qu'il fallait envoyer peut-être un mail de candidature. Charzad, c'est ça? Donc, on a préparé un questionnaire, alors, qui a été grandement inspiré et préparé par les équipes de l'hôpital. L'idée étant de pouvoir évaluer les différentes maturités de projet que vous aurez et de pouvoir ensuite vous inscrire dans ces processus-là. Je pense que tous les participants d'aujourd'hui recevront le questionnaire, Charzad, c'est ça? Oui, merci. Pour la diffuser. Pardon, je voulais juste préciser que le questionnaire, on l'a conçu plus pour nous être bien au courant de vos attentes et de où vous en êtes
pour adapter l'accompagnement qu'on va proposer, mais c'est en aucun cas une sélection. Donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Le questionnaire est plus pour nous permettre de mieux vous connaître, mais vraiment ne vous mettez pas de barrière. Et même si toutes les réponses c'est je ne sais pas encore, c'est pas grave. C'est vraiment pour que nous on s'adapte par rapport à vos besoins. Alors, étant donné le volume de candidats potentiels, Oui. il va y avoir quand même 2 phases parce que sinon vous allez avoir tout l'hôpital et tous les paramédicaux qui seront présents et qui vont participer. Mais ce serait formidable. À les prendre en charge. En termes de succès, on y est. Nous, si c'est d'accord pour vous. Simplement, on s'était dit que là, avoir déjà, avec l'outil que vous avez aidé à développer, il est possible aux candidats potentiels de déjà un peu anticiper, préparer, comme vous le disiez, on peut avoir déjà une idée, mais revenir en arrière pour la travailler, être dans la phase de design technique. Pour nous, ça nous permettra aussi d'avoir une présélection qui est faite sur les candidatures motivées, des projets qui répondent aussi à nos attentes. Hein. Comme l'a dit M. Delamarre, on est aussi sur un projet médical au niveau du GHU. Il faut que ça soit cohérent et que ça colle avec celui-ci. Donc, il va y avoir cette première phase de présélection qui nous permettra aussi à terme d'avoir des projets bien spécifiques qui seront présélectionnés et qui pourront candidater. Vous allez recevoir par mail avec, j'imagine, le lien du replay et les éléments, et les quelques slides qu'on a pu partager, les éléments pour vous inscrire, comme Charzad est en train de vous le noter dans le chat. Et voilà, challenge innovation entre l'alliance.com, vous aurez toutes vos réponses, enfin ou presque. Vous avez d'autres questions? Oui, madame. Le financement, il est pour aider à une étape critique. Typiquement, dans le cas de Cécile, l'année dernière, l'objectif était d'aller jusqu'à un prototype, de rendre un petit peu concret. Ce sont des dotations qui sont conséquentes, mais qui ne permettent pas de faire plusieurs prototypes et plusieurs itérations. C'est pour nous l'une des étapes clés qu'on essaye d'aider à valider. Et effectivement, en tout cas, c'est l'un des dispositifs qui nous semble adapté pour le faire. Ça n'empêche pas de candidater pour des projets dont les besoins sont supérieurs et pour lesquels ça amènerait soit une levée d'incertitude, soit de pouvoir justement basculer avec un prestataire particulier, par exemple, pour trouver une réponse à une question technique ou organisationnelle qu'on n'arrive pas à résoudre tout seul. Il y a peut-être une précision à apporter concernant le prix. L'année dernière, il y a un prix de 10 000 € qui a été accordé au Pikidou. Ça, c'est un choix qui a été fait par le jury, qui a reçu plusieurs candidatures. Le projet Pikidou de Cécile était celui qui nous a paru le plus mûr, le plus près, et c'est pour ça qu'il a été le seul lauréat du prix de l'année dernière. Donc, il n'y a pas de baisse en termes de montant, simplement, l'année dernière, nous n'avons eu qu'un seul projet sélectionné. Cette année, on en espère plus. Alors, absolument. Et on a même augmenté les dotations cette année. Hein. D'ailleurs, merci au groupe hospitalier qui augmente sa contribution significative. Un point important aussi de Bénédicte Lombard soulevé, évidemment, tous les projets sont soumis à la confidentialité. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et notamment toi, Tatiana, sur l'OTTPI et la protection des inventions. Bien évidemment, tout ce que vous envoyez sur cette adresse email est protégé par la confidentialité. Ça, c'est un premier point important à rappeler. Deuxièmement, il ne sort rien sans qu'il y ait une validation. Et c'est ce qu'on avait aussi fait avec Cécile, une fois que le projet du Pikidou a été confirmé en tant que lauréat l'année dernière. C'est d'abord une rencontre avec Thomas Lévy, en charge de l'OTTPI sur le GH, pour évaluer les possibilités d'invention, bien évidemment. Mais c'est un très bon point à rappeler. Excusez-moi, du coup, Alors, je crois que vous voulez intervenir. Vous m'entendez? Mais... Toujours pas. Mon micro est ouvert, mais... C'est peut-être un souci technique dans la salle. Est-ce que vous Désolée. m'entendez? Sinon, pour vous taper, vous pouvez taper dans le chat et on va lire. Bon, alors le Pikidou, non. Désolée, Cécile. Ah, Cécile, tu as peut-être d'autres idées.
Bien sûr, au contraire. Je pense que ça fait partie aussi des parcours, bien évidemment. Et là, avec le design thinking qui vient aussi aider à la préparation, à la maturation des projets, ceux qui ont candidaté l'année dernière sont fortement invités à recandidater cette année. Oui, alors, la remarque de Bénédicte, je pensais surtout au fait qu'il faut inviter les personnes qui ont des idées, de ne pas trop en parler autour d'eux. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai présenté le principe d'innovation et les critères. Le premier critère est le caractère jamais divulgué, donc le secret qui doit entourer l'innovation. Pourquoi? Le secret permet de garantir le côté innovant du projet, et à partir du moment où il y a divulgation sur un projet, un outil potentiellement innovant, donc potentiellement protégé par la propriété industrielle, le brevet, ce qu'on appelle le brevet, c'est-à-dire que si, dans le cadre du Pikidou, si Cécile, avant même de faire toutes les démarches de dépôt nécessaires auprès des structures adéquates, avait diffusé l'idée du Pikidou, le brevet tombe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de dépôt de ce brevet-là, étant donné qu'on n'est pas sur un projet qui n'a jamais été divulgué au public. C'est pour ça qu'on va souvent opposer innovation, valorisation de l'innovation et publication scientifique. À partir du moment où vous avez réalisé votre projet, vous avez identifié éventuellement un dispositif ou autre qui est innovant, si vous publiez sur ce dispositif sans protéger votre innovation, il n'y a pas de brevet déposable. Nous ne remplissons pas les 3 critères. Et la publication, c'est valable évidemment dans des journaux, chez Pédiadol, mais aussi sur des réseaux sociaux si c'est trop abouti. Donc il faut être un petit peu vigilant sans pour autant être trop fermé, parce que sinon on ferme aussi toutes les portes du design thinking, en tout cas dans les phases précoces. Donc il faut trouver le juste milieu, et c'est tout l'intérêt de cet accompagnement, c'est de savoir un petit peu s'arrêter et justement comment gérer cette situation pour aboutir à un projet qui soit innovant réellement, sans pour autant qu'il ait aucune chance de protection, ce qui serait un peu dommage. Voilà. Et un outil particulièrement efficace, c'est l'accord de confidentialité. À partir du moment où vous avez besoin d'évoquer avec un partenaire ou un tiers votre projet ou votre innovation, il est possible de signer des contrats, un contrat qui vous garantit la confidentialité et le respect du secret de votre innovation par le tiers à qui vous divulguez des informations qui ne devraient pas l'être. Est-ce qu'on répond à la remarque? Bon, on va considérer que oui. Merci Bénédicte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, on peut peut-être clôturer les débats pour aujourd'hui. À nouveau, sur l'adresse email qui vous enverra les éléments, vous pourrez poser des questions et on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Vous connaissez les interlocuteurs, je pense qu'ils sont plutôt bien identifiés au sein du GH. N'hésitez pas, et puis parlez-en autour de vous aussi. En tout cas, on est très heureux de lancer ça aujourd'hui, et puis on a hâte, en tout cas, moi, vivement l'été prochain. J'en profite juste pour remercier l'Alliance, Julie et Sherazade, pour leur soutien et l'aide qu'ils apportent au niveau de notre GH. Maintenant, on vous partage avec Bicha, mais j'imagine qu'on est les premiers. Ouais, mais on est vraiment avec vous. Mais oui, Tatiana. C'est ce que je me dis. Bien sûr, historique et de cœur. Et ça fait bientôt 5 ans qu'on est là. C'est une date importante pour nous aussi, Tatiana. Donc, merci à vous. C'est essentiel d'avoir ce soutien et d'avoir la possibilité de valoriser des projets innovants qui sont portés par des équipes soignantes comme techniques de notre GHU. Ce que je trouve particulièrement intéressant au cours des présentations qui ont été faites aujourd'hui, c'est que vous avez eu, je pense, comme moi, la possibilité de faire le lien entre l'expérience présentée par Cécile, tout le process par lequel elle est passée, et le design thinking tel qu'il nous a été décrit par Aude. On retrouve les schémas, on retrouve les étapes, et on se rend compte là qu'on a une excellente idée, je trouve. Absolument, Tatiana. On est bien sûr. C'est l'occasion de nous féliciter un tout petit peu en passant. Et tu as bien raison. Mais là, on va avoir quelque chose de construit, de maturé, d'accompagné, et c'est pour ça qu'on vous invite largement à participer, à soumettre vos projets, à en parler autour de vous. Et comme l'a dit Aude, il y a un aspect collectif dans la soumission du projet qui est essentiel. Et là, vous avez la possibilité de le faire, de porter des projets par service, par équipe, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à candidater. Merci beaucoup.
Et ben, bonne fin de journée, accessoirement. Merci.